Ah, oui. Elle est argentine aussi, c'est pour ça. À 15 minutes, elle est à l'heure. Bon, voilà, je commence. Merci à tous d'être là. On est super contents de vous voir si nombreux pour cette première rencontre de José Morella avec son public français. Donc, ça, c'est chouette. Ça se passe à Carigno, donc on est très, très contents. Merci Anne-Laure d'être là avec ces petits livres, les derniers de Cinévalis, que tu vas, j'espère, présenter ta petite maison d'édition. Merci, José, d'avoir fait les trajets jusqu'à Paris. C'est chouette. Et voilà, et je vous présente Mayra, la traductrice qu'on attendait. Désolée pour le retard. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc voilà, on se donne une petite heure, 3/4 d'heure, une petite heure pour vous présenter des livres. On va faire un petit peu de discussions, quelques lectures. Et ensuite, vous allez avoir le temps de rencontrer José, de lui demander une signature. Et j'espère de découvrir tous avec autant de plaisir que nous, West End. Donc voilà. Alors, tu veux commencer par dire un petit mot sur cette sortie, sur ta rencontre avec ces textes, sur ce qui t'importe sur cela? Merci beaucoup, Mélissa. Très rapidement, hein, parce qu'on laissera la parole ensuite à José, Mélissa et Mayra. Cinébalise, je publie des textes vraiment variés dans leur forme, et ça m'importe beaucoup, qui ont tous un rapport avec les questions mémorielles et de transmission. C'est-à-dire, ça peut être vraiment le sujet du livre. Si j'ai un ouvrage comme ça, La traîne sauvage, où c'est la question de la transmission d'une expérience. C'est au cœur du livre. Mais ça peut être aussi vraiment en pointillé. Voilà, ce sont des questions qui m'intéressent. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut les traiter. Donc, dans toutes les langues. Jusque-là, j'avais des livres traduits de l'anglais par Étienne qui est ici, un livre traduit du russe, d'un biélorusse, plusieurs livres traduits du grec moderne. Et c'est la première fois que j'ai un livre traduit de l'espagnol et ça me fait très plaisir. Et qui est un roman. Alors, au début, je ne publiais que des récits, des témoignages. J'ai ouvert au roman aussi. Finalement, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Et c'est toujours dans l'idée de creuser la forme et la façon de pouvoir évoquer ces questions. De quoi est-ce qu'on se souvient? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de cela? À qui est-ce qu'on veut en parler? Comment le souvenir se transforme au gré des choses, au gré de l'histoire collective, individuelle. Donc très souvent, évidemment, ce sont des textes qui mettent en scène une personne, un protagoniste, le narrateur, l'auteur parfois, avec un événement, des événements, un collectif. Hein. Forcément, il y a ce dialogue-là, mais pas toujours. Voilà, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la variété de toutes ces formes. Comment j'ai rencontré, comment j'ai trouvé ce texte je suis en contact avec une agente qui me propose des livres espagnols, mais on se contacte, enfin, on échange peu. Hein. Un jour, elle m'a proposé quelque chose de précis. J'étais un petit peu dubitative et finalement, je l'ai fait lire à Mayra, que je connaissais depuis longtemps et comme traductrice, on se connaissait déjà avant et qui avait les mêmes réserves que moi. Mais en allant sur une plateforme que je crois que c'est l'ambassade d'Espagne ou le ministère de la Culture d'Espagne. C'est un programme en fait, de la Chambre de commerce espagnole qui s'appelle New Spanish Books, voilà, qui présente des livres espagnols dont les droits sont disponibles pour les éditeurs français. Donc là, je me suis baladée, j'ai vu des tas de choses et je suis tombée sur ce livre. Et surtout, j'ai vu que ce qui a attiré mon attention en plus, c'est que Mayra avait fait un compte-rendu du livre. Alors, ça m'a attiré d'autant plus. Et je lui ai demandé de m'en parler un petit peu oralement. Et plus elle m'en parlait, plus ça me tentait. Et je lui ai demandé de faire un essai. Et voilà, 10 pages. Et puis, je me dis, allez, on y va. Et après, j'ai attendu la traduction. J'étais très contente. Et voilà, ça s'est fait
comme ça, je vous passe les détails techniques, hein, les contrats, le machin, mais c'est ça en fait, hein, ça s'est fait comme ça. Je suis très très contente. Ouais. Merci. Merci. Alors, pour cette petite introduction qui nous parle clairement des schémas qui prend un livre jusqu'à arriver à nous. Et voilà. Et donc, on est très content de te recevoir ici, de recevoir ces livres ici. Donc, là, vous voyez la version originale et la version française. Vous voyez combien c'est différent. Mais voilà, c'est quand même les mêmes textes. Bueno, on va donner la parole peut-être a José, que puedas presentarte, contar un poquito de tu carrera de autor o de voz antes de entrar en el libro. Ah, la te voy parando, ¿está bien? Si quieres anotar, justamente Ah, gracias. Frederic, Perfecto. Para... Voilà. Gracias. Genial. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quiero agradeceros mucho a todas las que habéis venido, agradecer a Ando, a Mayra y a Melissa por coordinar este encuentro, y también disculparme por no poder expresarme en francés, me encantaría, pero creo que por el bien de todos es mejor que no lo intentes, que no me lo invente. Ah, déjà. Donc, il y en a qui ne comprennent pas du tout l'espagnol, hein, c'est ça. Hein. J'y vais. Ne te défile pas. Voilà. Alors, ah oui, Étienne. Oui, bah, alors là, c'est très simple. Il remercie Anne-Laure, la librairie, la traductrice, et il s'excuse de ne pas pouvoir s'exprimer en français, mais qu'il vaut mieux qu'il n'essaye pas pour le bien de tous. Y bueno, pues si ahora tengo vía libre para hablar de mí y de mis libros, quizá no nos vamos hasta mañana, pero bueno, básicamente para mí, decir algo muy breve, ¿no? Que este libro para mí ha sido muy importante, llevo toda la vida escribiendo, pero ha sido con este libro cuando he encontrado cierta respuesta o ha tenido un poquito más ha ganado un premio, ha tenido un poquito más de eco y todavía después esto salió en el 2019, le dieron el premio y en 2020 fue publicado y todavía me está dando satisfacciones muy bonitas como por ejemplo este viaje y esta traducción que hace 2 días que me llegó al buzón de mi casa y como que todavía no me lo creo, me parece que esto no es real o quizá en una semana o 2 empieza a creérmelo. Y nada, esta es la historia de mi abuelo materno. Pero creo que es la historia también de muchísimas personas y de muchas familias de esa época. No es la misma historia en cada familia, pero sí que me encuentro a muchos lectores que me han dicho que ha removido, que leer esta novela ha removido historias en sus familias también, ¿no? Historias que tienen que ver con la salud mental de personas de la familia. En un momento de la historia de mi país, bueno, siempre es difícil la salud mental, en todos los momentos, ahora también, pero bueno, evidentemente estamos mucho mejor que en los años 50, ¿no? Del siglo pasado, y a eso hay que sumarle el contexto de la dictadura del franquismo en España, ¿no? Sí. Si no me voy a perder. Ah oui, peut-être. Donc, José a commencé à présenter ce livre en particulier. Donc, il dit qu'il écrit depuis toujours, mais que ce livre en particulier a eu plus d'écho que d'autres dans son parcours d'écrivain. Il a donc eu un prix en 2019, il a été publié en 2020 et continue à lui apporter beaucoup de satisfaction, et notamment cette traduction à laquelle voilà, il l'a reçu il y a 2 jours. Il disait le livre chez lui, il avait du mal à croire que c'était réel. Voilà. Et donc, c'est un livre qui parle, dit-il, de l'histoire de son grand-père, mais de façon plus générale, c'est une histoire de famille. Et donc,
il a eu beaucoup de réactions de lecteurs qui se sont retrouvés dans ce livre, et notamment autour de l'histoire de la maladie mentale. Et à une période particulièrement difficile dans l'histoire espagnole, qui est le franquisme. Voilà. Comment Alors, je reprends un peu la parole pour justement essayer de vous introduire sur ce livre qui, en effet, est assez complexe. O sea, tiene muchas capas. On commence par se dire ça, c'est un livre qui parle d'un grand-père qui avait des troubles psychiatriques et donc le narrateur, l'écrivain, l'auteur va à la recherche de ces personnages dans l'enquête de qui il était. Et donc, les premiers chapitres sont vraiment ce début des constructions. On est derrière cet auteur qui va à la recherche de qui étaient ses grands-pères, essayer de chercher des données. Et le premier cercle, c'est la famille. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que petit à petit, on va rentrer aussi dans l'histoire donc, de la famille, de chaque personnage de la famille, de ton enfance, des grands-pères, mais aussi la grand-mère et l'arrière-grand-mère et tout ça. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les débuts. Tu commences par dire que para escribir y para buscar hay que poner orden, como el orden en la casa, ¿no? Quel était justement les débuts? Les débuts, c'était une envie. ¿Cuál era el principio de las ganas de este libro? Ir a la búsqueda de un poco de orden o de ese personaje. Ça serait ma première question. Tout le monde a compris ma question, ça va. Sí. Bueno, la verdad es que el libro anterior, la novela anterior, era una novela que, bueno, no os la voy a contar, pero en la que yo estuve estudiando, leyendo mucho sobre psiquiatría y aprendí muchas cosas, ¿no? Y entonces, en esa investigación para esa novela anterior, me vino mucho mi abuelo a la cabeza y en realidad, claro, en la familia todo el mundo sabía, pero no se hablaba nunca de esto. Era como, se decía que el abuelo estaba malo, estaba enfermo, pero no se le ponía nombre, había un tema tabú, ¿no? con la enfermedad del abuelo. Creo que mi familia, que es una familia muy humilde, con muy poca, no con muy poca, con ninguna formación, o sea, mi madre no fue a la escuela, pues estaban trabajando la gente del campo, ¿no? Y les daba miedo simplemente la idea de hablar de que hay un loco en la familia, ¿no? Y no habían hablado de ello en la vida, nunca se había hablado de ello. Entonces, yo y mis primos, cuando éramos niños, ¿no? En la casa de mis abuelos, pues íbamos y veíamos a mi abuelo y mi abuelo estaba muy medicado. Pero los niños somos como máquinas de normalizar las cosas, ¿no? Entonces, si hay un señor quieto que no se mueve y que cuando se mueve muy lentamente y que te mira, te da un poco de miedo y te vas corriendo, pero si los adultos no dicen nada, pues tú no dices nada, ¿no? Y nadie dice nada. Y pasan los años y nadie ha dicho nunca nada del abuelo. Entonces, claro, bueno, me pierdo, yo hablo mucho, pero... No, pero de la que te... ¿no? Como la gana será... Ah, sí, claro. Entonces, investigando sobre la novela anterior, un día hablando con mi madre por teléfono, me dio por preguntarle por el abuelo y esa conversación como de 15 minutos se agrandó. Después llamé a mi tía, después llamé a mi tío y de repente, 2 o 3 días después, supe que tenía que escribir la novela, ¿no? Escribir, sí. Sí. Ah, sí. Sí, je parece. Oui, donc par rapport à la question de Méline, donc c'était un petit peu est-ce que c'était la recherche du personnage ou la recherche de l'ordre, de mettre de l'ordre. Ouais, bon, j'ai l'impression que c'est un peu les deux, non, d'après sa réponse. Mais oui, donc ce que disait José, c'est que pour son roman précédent, il a fait beaucoup de recherches sur la psychiatrie et que pendant qu'il faisait ses recherches, il a beaucoup pensé à son grand-père, qui était donc un personnage qu'il a connu lui dans l'enfance
et qui était sous médicaments, enfin qui avait un traitement très fort. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui bougeait très peu, voilà, qui était assez immobile en fait. Mais la question de la folie dans sa famille était totalement tabou et personne, certainement parce que c'est une famille humble, donc voilà, elle disait que sa mère n'est pas allée à l'école, qu'elle n'a pas fait d'études, etc. Donc voilà, c'est une famille où on ne mettait pas les mots sur les choses et donc le fait de dire que le grand-père était fou n'a jamais été dit, on n'en a jamais parlé. Et donc, il évoquait ses souvenirs d'enfance avec ses cousins donc, dans la maison des grands-parents et en expliquant que j'aime beaucoup cette expression, je crois qu'elle revient dans le roman d'ailleurs, que los niños son máquinas de normalizar. Non? Está, non? C'est-à-dire que, voilà, que les enfants, bon, donc quand il était avec ses cousins chez le grand-père, bon, il voit bien que voilà, il y a cet homme qui est là, qui est immobile, voilà, qui fait un peu peur. Oui, d'ailleurs, tu disais que c'est aussi la peur de ta famille, c'est-à-dire que la folie fait peur, justement, et donc c'est pour ça qu'on ne la nomme pas. Mais qu'en même temps, si les adultes ne disent rien, ils disent rien, et que donc tout passe par, voilà, tout devient, tout est normalisé, c'est des machines à normaliser. Je ne sais pas comment je l'ai traduit d'ailleurs, mais je me souviens plus du tout. Mais voilà. Et donc ensuite, bah, l'écriture en elle-même a été déclenchée par une conversation téléphonique avec sa mère de 15 minutes où voilà, ils ont évoqué le cas de ton grand-père. Donc, et que voilà, après ça, tu as eu envie de creuser davantage et tu as commencé à appeler tes oncles, tes tantes, voilà. Et c'est mis en scène d'ailleurs dans le roman. C'est-à-dire que la recherche, si je peux me permettre de. Bah, oui, la recherche en elle-même est mise en scène. C'est-à-dire que voilà, le fait de jusqu'où on peut poser des questions, jusqu'où on peut aller pour ne pas heurter, blesser. Voilà. Quelles sont les questions qu'on peut poser, celles qu'on ne peut pas poser. Enfin voilà. Con mi familia y yo, como hasta dónde llego, si hago daño, no hago daño. C'est ça, voilà, c'est ça. Et en même temps, la violence que ça représente pour toi, non, la violence, non dans la mesure où, effectivement, parfois, ça ressort aussi ça dans le roman, c'est que le silence, donc cette chape de silence, ce tabou qui pèse donc, sur tous les membres de la famille, c'est quelque chose qui te révolte aussi par moments, qui te donne la nausée ou qui te, voilà, qui t'emmène dans quelque chose d'à la fois très physique et très et une certaine violence en fait, je dirais. Voilà. En français ou en espagnol. Non, je suis d'accord avec Maïda. En fait, ma suivante question était exactement la même que la tienne. Ça vient un peu après. Donc, il y a la recherche de ses grands-pères et il y a la méthode. Que moi, je la trouve presque comme une forme de peinture. On va aller témoigner de qu'est-ce que la famille donne comme profil a ses grands-pères. Digo que justamente retomaba en parte la pregunta, mi siguiente pregunta, que en realidad uno va buscando el perfil de tu abuelo y en el texto vos contás cómo lo vas armando con lo que cada uno te cuenta. Et là, il y a aussi une autre dimension qui est très riche dans ces romans, y es el tema de los desplazamientos. Una familia que viene de otra tierra, que son andaluces, que llegan a la isla. Donc, en fait, sa famille vient d'Andalousie, si je ne me trompe pas, et arrive dans cette île. Entonces, efectivamente, eso de cómo tu familia va describiendo el personaje y cómo vos vas interpretando para ir más allá, ¿no? Claro, es que hay varias cosas en la novela, por eso antes comentábamos con Melissa que aunque es una novela yo creo que es sencilla de leer, que se lee con sencillez, no complica, el lector no tiene la sensación de estar leyendo el Ulises de Joyce, mucho menos, pero sí que hay muchas cosas que están pasando de varias capas. Una de ellas es la inmigración interna en España, ¿no?
es decir, toda esta gente del sur de España que se fue hacia el norte, hacia el Levante, que fueron millones de personas en esos años, y que supone para una persona con una salud mental muy, muy frágil, cambiar totalmente de lugar y cambiar de, porque claro, mi abuelo pues estaba viviendo en un pueblo con su terrenito, con sus olivos y en contacto con la tierra, trabajando la tierra, ¿no? Cada día igual, todos los días exactamente lo mismo, la familia, en el pueblo todo el mundo te conoce, tú conoces a todo el mundo, hay una cosa que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y de repente va a una isla que es una isla especial. Ibiza es una isla bastante curiosa y en ese momento, cuando ellos llegan, bueno, es el boom del turismo y no solo del turismo, bueno, hay muchos tipos de turismo, pero también hay algo cultural, ¿no? En Ibiza están pasando muchísimas cosas nuevas hay como una especie de pulmón de aire fresco en el franquismo. Es decir, muchísima gente del resto de España, gente más burguesa, más pudiente, iba a Ibiza como para respirar un poco, para oxigenarse, ¿no? Eh, pero a mi abuelo no le sienta nada bien, no entiende el turismo, el fenómeno del turismo para él es algo como extraterrestre, ¿no? No entiende bien por qué tienen que dejar el pueblo, no entiende bien por qué sus hijos ganan mucho más dinero trabajando como camareros en un hotel que siguiendo viviendo en el pueblo como toda la vida. Y para su salud mental eso es un problema y empeora muchísimo. Vale, esas serían dos de los elementos de la novela, el pueblo y la isla. Y el tercer elemento, aunque quizá hay más de tres, pero bueno, para mí el tercer elemento muy importante es algo especial que ocurre en España con la salud mental en esa época, que yo creo que seguramente debe ser diferente a Francia, aunque no es un fenómeno único, también había ocurrido en la Alemania nazi, en los países fascistas en general, aunque han tenido un pasado fascista o franquista, que tiene que ver con el vincular la salud mental a la disensión política. ¿Vale? En España, bueno, hay un personaje que aparece en la novela que es un personaje histórico, que es un alto mando franquista que era un psiquiatra que se tenía como todo el poder plenipotenciario sobre la psiquiatría absolutamente en España, una sola persona. Y claro, ellos, los franquistas, eh, habían vinculado totalmente la enfermedad, el marxismo, el socialismo, y no solamente el marxismo o el socialismo, sino cualquier tipo de disensión política con la enfermedad mental. Y hablaban del gen marxista, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en ese ambiente, a mí me ha costado incluso entender realmente, y no, ha sido muy difícil. Yo quería encontrar información, investigar sobre los lugares, los sanatorios, ¿no? Los hospitales psiquiátricos, pero era realmente muy difícil y sigue siendo ahora difícil saber qué estaba ocurriendo realmente ahí, porque en los sanatorios psiquiátricos había una mezcla de gente. Había gente como mi abuelo que entraba porque tenía una crisis y estaba, no sé, 6 meses, y había viudas de soldados republicanos, homosexuales, marxistas, cualquier tipo de persona que no fuera adepta al régimen y que fuera diferente, que no fuera normativa, ¿no? Ya sea ideológicamente o porque tenía una manera de vivir diferente, y estaban mezclados con personas que sí que tenían realmente, como mi abuelo, problemas de salud mental. Y nadie habla de estos lugares, es muy difícil encontrar información. Y cuando no encuentras información sobre algo, a veces es un problema, pero a veces no, a veces es la oportunidad de novelarlo, ¿no? No sé si me estoy alargando mucho. Sí. Está bien, está perfecto. ¿Voy? Dale. Alors, donc, non, parce que donc, Mélissa, je reprends, tu posais cette question de l'immigration, donc du fait que la famille de José est originaire d'Andalousie. Et donc, effectivement, José dit que c'est, bon, ça fait partie des deux éléments du roman, donc la question de l'origine du grand-père, donc le village,
et, l'île. L'île qui n'est jamais nommée d'ailleurs expressément, voilà, mais qui est Ibiza en l'occurrence, mais qui dans le roman n'est pas nommée. Et donc l'île où ils arrivent, donc c'est voilà. Et donc il nous expliquait qu'effectivement ce déracinement, on peut dire, hein, puisque voilà, ton grand-père travaillait la terre, c'est quelqu'un qui était, voilà, qui était toujours en contact avec la terre, et il arrive là dans un contexte où tout est totalement nouveau, euh, où bah, il ne connaît plus personne, alors qu'au village, bon, voilà, il connaissait tous ses voisins. Ils ont un quotidien et ils se sont en insécurité. Donc voilà, pour quelqu'un de fragile comme ton grand-père, c'était un élément qui a été déclencheur, ou en tout cas voilà, qui a accentué ces problèmes psychiatriques. Voilà, c'est ce que tu as l'air de... Voilà, c'est ça. Et par ailleurs, lui, dans sa vision du monde et il avait du mal à comprendre ce que pouvait représenter justement ce qui se passait sur l'île, à savoir que c'était un poumon, tu disais un poumon, une bouffée d'air, on pourrait dire, par rapport au, au franquisme et à la dictature franquiste qui, euh, qui dirigeait le pays. Et donc là, effectivement, on avait voilà, des personnages qui venaient, quand ils en avaient les moyens, quand même, je pense, voilà, prendre un peu l'air. Et donc il avait beaucoup de mal avec cette question du tourisme, parce que lui était un travailleur de la terre, en fait. Donc, il ne comprenait pas non plus comment sa femme, ses filles, etc., allaient travailler dans les hôtels de la côte, voilà, Valencia, c'est ça, et ramener tout cet argent, alors que pour lui, bon, voilà, ce qui fait vivre, c'est la terre en priorité. Voilà, il y avait une espèce de... Voilà. Et tu dis que voilà, le troisième élément en dehors du village et de l'île, c'est la question de la psychiatrie et que tu as fait beaucoup de recherches là-dessus, donc tu disais pour ton roman précédent, mais aussi pour celui-ci, et que c'est très difficile en fait de trouver des données. Que c'était des lieux pendant le franquisme où des patients très divers étaient internés, puisque le credo, c'était d'associer la maladie mentale à l'opposition politique. Donc tout ce qui ressemblait de près ou de loin, effectivement, au marxisme était associé à la maladie mentale. Donc il y avait des opposants, mais il y avait aussi des vrais malades, comme ton grand-père, ou des femmes de républicains voilà, qui étaient aussi enfermées. Mais c'était quand même très difficile, et ça l'est toujours, tu dis, de savoir ce qui se passait réellement dans ces lieux, parce qu'on a toujours très peu d'informations. Et donc, tu finissais sur cette idée que, bon, parfois, le manque d'informations peut être propice à la fiction, en tout cas au roman. Ouais. Sí, claro. Algo, no sé, esto no lo he dicho nunca, quizá como estoy aquí en Francia me atrevo y en España no sé, es más complicado, pero aquí en la contraportada, cuando me pidieron que escribiera una contraportada, yo escribí la contraportada y la escribí como yo quería. Y ahora, en el año 2019, me dijeron que mejor que no apareciera la palabra nacionalcatolicismo. Y la quitaron. Ahora, ¿eh? Eso es así. Porque claro, hay que vender libros, yo lo entiendo. Y España sigue siendo un país bastante dividido. Evidentemente, no quiero decir que la mitad de los españoles sean franquistas, ni mucho menos. Pero bueno, sigue siendo un tema delicado, sigue siendo como, bueno, mejor que no esté. Si lo van a leer, que lo lean dentro, pero que no se vea por fuera. No hace falta. Y aunque puedo llegar a entenderlo, por supuesto, si las editoriales tienen que comer, como todos tenemos que comer, y me parece bien, pero me parece bien decirlo porque es un síntoma de que nos falta un poquito todavía, nos falta un poco de tiempo todavía. Y a lo mejor no pasa nada, es normal. Muchos de los abuelos y los padres de mis amigos todavía se sienten más cerca de determinada manera. Ellos nunca van a decir que son franquistas, evidentemente están como, se han democratizado y creen en la democracia, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo complicado y me parece bien contarlo
para que, porque a veces España tiene esta fama de haber pasado de la dictadura a la democracia de una manera muy rápida y muy ágil, y es cierto, y hay mucho mérito en esto. O sea, no quiero que parezca que... Es difícil, me cuesta a mí mismo hablar de esto porque todas estas cosas son verdad, pero son verdad a la vez. Es decir, hemos ido muy rápido y la democracia ha crecido de una manera increíble y estamos muy orgullosos, pero mejor no pongas nacional católico en la contraportada. Y todo esto se da al mismo tiempo, ¿vale? Y bueno, ya está. Bueno, oui, oui, oui. Donc là, José fait un portrait plutôt de l'Espagne d'aujourd'hui en disant que il était surpris finalement on lui censure un terme de sa 4e de couverture, donc en 2019, donc voilà, très récemment, catholicisme national. Je pense que ça se traduit comme ça. On le traduit à l'inverse, un national-catholicisme. Et ok. Et donc, tu expliques que finalement, bon, ça t'a surpris, mais qu'en même temps, c'est peut-être lié, dis-tu, à des impératifs de vente, voilà, des éditeurs. Il faut bien qu'ils vendent des livres, et donc peut-être on peut supposer qu'une partie du public espagnol voilà, serait sensible à ça. On ne va pas dire que, tu dis, la moitié des Espagnols sont restés franquistes, mais que quand même il y a une sensibilité, ou en tout cas que le passage à la démocratie, qui dans l'image publique effectivement est un passage très rapide, une rupture très rapide, et tu dis que bon voilà, c'est bien, il faut en être fier, orgueilleux, etc., mais que c'est en même temps, on a voilà, des opinions encore contraires, on va dire. Voilà. Alors, pour essayer de reprendre un peu les fils du roman, a ver, yo intento retomar el hilo. En effet, dans ta recherche, tu trouves un vide sur la question des hôpitaux psychiatriques, et tu avances aussi que finalement, ce qu'on trouve, c'est un grand silence, presque comme sur les camps de concentration. On est sur un terrain où tout ce qui s'est passé dedans a été complètement effacé. Donc, tu as ces vides-là. En même temps, tu lances une recherche aussi sur la question des traitements chimiques pour essayer de comprendre. Je veux dire, c'est aussi dans tes recherches, essayer de comprendre pourquoi les grands-pères sont devenus ces personnages un peu mythiques, et tu avances sur cet élément-là. Et en même temps, tu avances avec ta famille sur la recherche de ces événements, de ces moments de la vie où les grands-pères ont fait des crises. Et c'est assez, je ne sais pas, moi je les ai lus vraiment comme des hits dans les romans, où on se penche à nouveau sur cette tracée des vies du grand-père qui nous occupe depuis le début. Et bien donc la première crise, c'est un lien avec la séduction, ou les passages au service militaire. Et ¿cómo ça a été? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo fue para vos encontrar esos momentos? Porque finalmente son lo que después te permite tal vez abrir la puerta del conocimiento de ese personaje, ¿no? Ce que vous avez compris, en fait, il y a des moments très particuliers, et je lui demande comment ça a été pour trouver ces moments qui donnent aussi un peu les structures du roman. Sí, la verdad es que esto no me lo esperaba cuando estaba escribiendo. O sea, iba haciendo entrevistas a mis tíos y recopilando información, grabándoles, a veces les grababa directamente o tomaba notas, y después de meses hablando con ellos, bueno, yo iba escribiendo, pero necesitaba poner orden, porque yo les preguntaba por las crisis psiquiátricas, ¿no? Por los brotes psicóticos de mi abuelo, y claro, para ellos era muy difícil hablar de esto, ¿no? Y bueno, íbamos sorteándolo, pero poco a poco iban pudiendo hablar y me iban contando esos momentos de crisis. Y en qué momentos tuvo que ser ingresado en el hospital, ¿no? Bueno, iba recopilando la información, y un día
estaba como yo un poco también en crisis con la escritura, con el libro. Es como, bueno, ¿dónde voy con este libro? ¿No? Necesitaba ordenar y me puse a ordenar todos esos episodios, episodios críticos, ¿no? De su salud. Y en total tenía, si no me equivoco, 9. Y hice una lista, intenté hacer una lista cronológica, aunque no estaba muy clara porque a veces mi madre me decía una cosa y mi tío me decía otra. La memoria es muy extraña en una familia, cómo funciona. No recordamos lo mismo, los hermanos no recuerdan lo mismo. Pero bueno, más o menos sí, todos recordaban, había como bastante información que era bastante coherente. Y empiezo a mirar la lista y me doy cuenta de que no hay ningún momento, al menos en mi abuelo, claro, yo no soy psiquiatra, no tengo ni idea cómo funciona esto, pero en mi abuelo, cada vez que él tenía una crisis y tenían que llevárselo al hospital, o sí, cada vez que tenía una crisis, tenía que ver con un momento de su vida en el que él tenía que comunicar algo. Y entonces yo pensé, a ver si mi abuelo solo podía comunicar con brotes psicóticos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si contarlo porque igual, sí, se puede. Bueno, cuando, claro, conocí sí, no sé, no, sí, sí. Bueno, pues o sea, mi abuela entendió que mi abuelo quería ser quería pretenderla, no sé si esto se entiende, ¿sí? Eh, en un brote psicótico de mi abuelo. Mi abuelo se brotó para decirle a mi abuela que... Y mi abuela lo entendió. Nadie más lo entendió, pero ella lo entendió. Y a las pocas semanas estaban de la mano, vaya, estaban juntos, o eran novios, o lo que fuera, o como se llamara en aquel momento, pretendiente, creo, se llamaba. Y después eso veo, cuando tengo esta especie de visión de, ¿será posible? Puede ser que sea así, que para cada problema que él tenga, por ejemplo, cuando le hicieron viajar, sus hijos le obligaron, no le obligaron, pero le hicieron viajar a la isla, ahí tuvo otro brote psicótico. Cada vez que había un cambio grande en su vida, o que él quería un cambio, o que se producía un cambio y necesitaba comunicarse, aparecía un brote. Tal que volví a llamar a mis tíos como para asegurarme, a mi madre, seguro, esto sí, esto es así. Y bueno, claro, no, esto no tiene ninguna vocación científica, no tengo ni idea, pero bueno, para mí es particular y yo íntimamente sí que lo creo. Íntimamente creo que mi abuelo no tenía otra manera de comunicarse y que hay algo que tiene que ver con la clase social, por una parte, con el analfabetismo, con cierta, porque la cultura no es solamente saber leer o tener dinero para comprar libros, también hay un elemento emocional en ser capaz de expresar tus emociones, ¿no? Y quizá ahora eso, hoy en día, pues no está tan ligado con la clase social, pero yo creo que en el caso de mi familia, sí. Y, y me parece que hay algo que tiene que ver con eso, sí. Hay un vínculo que yo no consigo, porque ni soy psiquiatra, ni es lo que me interesa en la novela, pero se adivina, o yo creo que se adivina en la novela, un vínculo entre la salud mental débil y la necesidad de expresarte, la necesidad de expresarte emocionalmente, de decir lo que necesitas y de expandirte emocionalmente, de decirle a la gente que la quieres, de decirle a la gente que necesitas esto o aquello, o que tal vez no te gustaría hacer eso que te están pidiendo que hagas, como por ejemplo dejar tu pueblo e irte a una isla, ¿no? No poder decirlo por una imposibilidad y entonces llega la crisis, ¿no? Y eso aparece en la novela. Donc, alors, donc on reprend donc l'historique des crises. C'était la question de Mélia, c'est comment il a réussi à identifier ces nœuds qui sont les crises de son grand-père et qui effectivement donc dessine ce personnage. Donc José nous explique qu'il il a fait beaucoup d'entretiens avec ses oncles, ses tantes, sa mère, donc des entretiens à la fois annotés et enregistrés.
Donc il a fini par, même si parfois, dit-il, bon, la mémoire des uns et des autres, des frères et sœurs, n'est pas toujours la même, hein, il varie, certains se souviennent de certaines choses, d'autres non, etc. Mais que globalement, il y avait quand même des choses qui se recoupaient, donc une certaine cohérence globale, et donc ça lui a permis effectivement d'identifier ces différents moments de crise. Il en a identifié 9 au total, 9 crises, et donc sans être psychiatre, parce que tu soulignes bien, voilà, c'est pas ton but, c'est pas du tout de faire un traité de psychiatrie, mais en tout cas de donner ton ressenti par rapport à ça. Et toi, ce que tu en comprends, c'est que ça correspond à des moments où ton grand-père n'arrivait pas à dire les choses, n'arrivait pas à s'exprimer et n'arrivait pas à exprimer ses émotions particulièrement, dire j'aime ça, j'aime pas ça, je veux ci, je veux ça. Voilà. Et donc tu as évoqué 2 moments de crise. Donc, le premier, donc historiquement, dans l'histoire des crises de ton grand-père, serait la rencontre avec ta grand-mère. Donc, c'est effectivement un moment, un très beau moment du roman où, étant incapable de s'exprimer, bon, voilà, il fait une crise. Donc, ces crises, c'est des crises, ils se manifestent physiquement, hein, c'est ça les crises, c'est des tremblements, c'est. Ouais. Vamos a intentar leerla. Ouais. La estoy buscando. Et donc, mais ta grand-mère a compris. Ta grand-mère, elle, a compris qu'effectivement, c'était une façon de lui dire qu'il l'aimait bien. Et donc, quelques jours plus tard, ils étaient main dans la main, voilà, dans les rues du village. Et le deuxième moment donc, que tu identifies comme une crise, c'est notamment l'arrivée sur l'île. Et le fait qu'il n'a pas pu dire non plus, voilà, qu'en fait, il aurait préféré rester dans son village plutôt que de venir dans cette île. Et tu dis, pour finir, que voilà, tu as cette réflexion autour de l'origine sociale de ton grand-père. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que son origine sociale joue sur cette difficulté à exprimer ses émotions, son analphabétisme, mais pas que. C'est comme si on avait moins de grammaire, non, de mots disponibles pour dire les choses quand on est d'expression très modeste comme l'était ton grand-père. ¿Quieren que hagamos una lectura? Una pequeña lectura? Claro. ¿Puedo decir algo antes? No. Perdona. No, tranquilo. Respecto de esto, cuando te estaba escuchando a ti, ¿no? Me acordaba de que, creo que esto está en la novela también, pero no me acuerdo. Me acordaba de que una vez, hablando con mi madre, le dije que, sí, creo que sí, que le dije, mamá, si no fuera por los brotes psicóticos, tú y yo no estaríamos aquí en el mundo. Sí, porque sí, claro, sí, está en la sí, novela. está, ¿no? Sí, está. Sí. Y mi madre, no. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Claro, no lo voy a entender. Oui, voilà, il ajoutait qu'effectivement, il se souvenait d'une conversation, en même temps, il se souvenait d'une conversation qu'il avait eue avec sa mère où il disait si, sans les crises, ni toi ni moi, on serait de ce monde. Quoi. Voilà. Et donc sa mère ne comprenait pas quoi. Qu'est-ce que tu me dis là? ¿Quieres seguir? Yo voy a hacer una pequeña En espagnol. En espagnol y tú la haces en francés. Ah, tu m'as trouvé le truc? Je vais essayer. Alors, j'essaye de retrouver. Ouais, tu essaies de retrouver. Ça vous va si on fait une petite lecture? Alors, je chope une petite phrase pour mettre en contexte. Mi abuela estaba lavando en un lugar que llamaban la Fuente del Chorrillo. He oído a mi madre hablar de ese sitio a menudo. Para mi madre el pueblo es un espacio mental legendario cuyo mapa le arde en la memoria. Habla de ciertos lugares como si fueran espacios mágicos, zonas sobrenaturales donde la vida es más intensa, como de ficción. El canuto, el molino, el ser si puedes, el pantano, el nacimiento, lo alto y lo bajo, la fábrica de mantecados, la fábrica de anís, el casino, la fuente del Chorrillo. Es posible que ciertos lugares ya no existan, o que la gente ya no los llame igual. Las mujeres iban a aquella fuente con grandes cántaros de barro, palanganas y tablas de lavar.
Tal vez la carretera fuera entonces un camino de tierra. Frasquita, que es la abuela, vio llegar a los mozos justo cuando había empezado la tarea. Estaba arrodillada delante de la tabla. Frotaba las prendas para luego enjuagarlas en el agua y escurrirlas. Nunca había cruzado con Nicomedes más que palabras sueltas. Buenas tardes, gracias, con Dios. Le parecía frágil y le venían ganas de protegerlo. No era feo, pero que fuera tan serio lo afeaba un poco. Ella pensaba que esa mañana él haría lo de siempre, que pasaría por delante de las mujeres mirando al suelo, que se pondría el último, escondido tras los demás hombres, y que daría los buenos días solo cuando los otros ya lo hubieran hecho y en voz más baja, intentando pasar desapercibido. De ese modo conseguiría justo lo contrario, que su timidez llamara la atención. Era gracioso, era enternecedor. Ese día no pasó lo de siempre. Se desmarcó del grupo por un costado, caminó 2 o 3 pasos a grandes zancadas y luego echó a correr, adelantando al resto de los hombres. Ninguno de ellos se lo esperaba y no hubo tiempo de detenerlo. Nicomedes corría con la boca abierta y la lengua afuera, con una expresión extraña en el rostro. Algunas mujeres charlaban mientras esperaban su turno para llenar los cántaros que habían dejado en el suelo. Llegó dando un raro alarido gutural y se paró en seco a 2 palmos de Frasquita. Su mirada era inexpresiva, pero no estaba del todo vacía. En la cara había tensión y tristeza, una especie de cansancio antiguo. Agarró el primer cántaro que tenía a mano, lo llevó, lo levantó en el aire hasta la altura de la cabeza y lo estrelló contra la fuente. Se rompió en 5 o 6 pedazos y varias de las mujeres, a pesar de que no estaban tan cerca de él como Frasquita, salieron corriendo como cervatillos que acababan de oír el disparo de un cazador. Pero Frasquita no se movió de allí ni medio metro. Cristalizó de repente un escenario teatral hecho de aire y de luz, que solo les incluía a ellos dos. Ella sabía que no iba a pasar nada malo, que ahí no había un peligro real. Tenía a ese hombre enloquecido justo delante. A él le brillaba, a él la frente le brillaba de sudor. Parecía a punto de llorar, pero sin poder hacerlo. El pecho se le movía arriba y abajo con cada jadeo. Nicomedes agarró del suelo otro de los cántaros. Pesaba más que el primero porque estaba lleno de agua. Lo alzó hasta más arriba de su cabeza con una facilidad que jamás habría tenido en un estado normal y lo arrojó con todas sus fuerzas, como si quisiera quebrar la tierra para abrir un hueco donde esconderse o refugiarse. El cántaro se rompió de un modo distinto al anterior, con un sonido más sordo. Los pedazos apenas se movieron del sitio. Frasquita seguía allí mismo, a centímetros de él. Había algo en ese hombre y en lo que hacía que no la dejaba marcharse. Había levantado una mano para indicar al grupo de hombres que venía corriendo tras Nicomedes que se detuvieran. Después le extrañaría haber hecho ese gesto y también que los hombres le hubieran hecho caso. Nicomedes quebró otro cántaro y el agua que contenía lo empapó a Frasquita los zapatos y los pies hasta los tobillos. El resto de las mujeres formaba un grupo de varios metros de distancia. Permanecían en silencio y absortas, esperando una culminación, algo que les dejara entender lo que estaba pasando. J'aime bien la fin. Mais... Ah ouais. Mais c'est pas grave, je peux le lire en français. Voilà. Alors, Je donne le contexte, d'accord. Ma grand-mère faisait la lessive dans un endroit qu'on appelait la fontaine du Chorrillo, du filet d'eau. J'ai souvent entendu ma mère parler de cet endroit. Pour ma mère, le village est un espace mental légendaire dont la carte brûle dans sa mémoire. Elle parle de certains lieux comme s'il s'agissait d'espaces magiques, de zones surnaturelles où la vie est plus intense, comme une fiction. La tour de garde, le moulin, les courants de rivière dangereux des Salsipuedes, ou sauf qui peut,
le marais, la source, le haut et le bas, l'usine de mantecados, l'usine de pastis, le casino, la fontaine du chorrillo. Il est possible que certains n'existent plus, que les gens les appellent autrement. Voilà, bon, ça c'est le contexte. Les femmes se rendaient à cette fontaine avec de grandes jarres en argile, des bassines et des planches à laver. Peut-être la route était-elle à l'époque un chemin de terre. Frasquita vit arriver les jeunes hommes alors qu'elle venait de se mettre au travail. Elle était agenouillée devant la planche. Elle frottait les habits avant de les rincer dans l'eau et de les essorer. Elle n'avait jamais échangé avec Nicomède plus que quelques mots en passant. « Bonjour, merci, que Dieu te garde ». Il lui semblait être fragile, lui donnant envie de le protéger. Il n'était pas laid, mais tellement sérieux que ça l'enlaidissait un peu. Elle pensait que ce matin-là, il ferait comme d'habitude. Il passerait devant les femmes en regardant par terre, qu'il se positionnerait en dernier, caché derrière les autres hommes, et qu'il dirait bonjour à condition que tout le monde l'ait fait avant lui et à voix plus basse, essayant de passer inaperçu. Ainsi, il obtenait précisément l'effet inverse. Sa timidité attirait l'attention. C'était drôle, c'était attendrissant. Ce jour-là, ça ne se passa pas comme d'habitude. Il se désolidarisa du groupe sur un côté. Il fit 2 ou 3 pas à grandes enjambées, puis se mit à courir en devançant les autres. Personne ne s'y attendait et n'eut le temps de le retenir. Nicomédès courait la bouche ouverte et la langue dehors, avec une étrange expression sur le visage. Quelques femmes discutaient en attendant leur tour pour remplir leurs jarres qu'elles avaient posées sur le sol. Il arriva en produisant un cri guttural insolite et s'arrêta net à 2 pas de Frasquita. Son regard était inexpressif, mais pas entièrement vide. Sur son visage, il y avait de la tension et de la tristesse et une sorte de fatigue ancestrale. Il saisit la première jarre qu'il avait à portée de main, la souleva dans les airs au niveau de la tête et la fracassa contre la fontaine. Elle se brisa en 5 ou 6 morceaux et plusieurs des femmes qui étaient pourtant moins près de lui que Frasquita détalèrent comme des faons qui viennent d'entendre le coup de feu du chasseur. Mais pas Frasquita. Elle ne bougea pas d'un pouce. Une scène de théâtre se cristallisa subitement, faite d'air et de lumière qui n'incluait que 2. Elle savait qu'il ne pouvait rien arriver de mal. Il n'y avait là aucun réel danger. Cet homme pris de folie se tenait juste devant elle. Son front à lui reluisait de sueur. Il semblait sur le point de pleurer, mais sans y arriver. Sa poitrine s'agitait de haut en bas à chaque halètement. Nicomédès ramassa par terre une autre jarre. Remplie d'eau, elle pesait davantage que la précédente. Il la souleva au-dessus de sa tête avec une aisance qu'il n'aurait jamais eue dans son état normal et la jeta de toutes ses forces comme s'il avait voulu fendre la terre pour y creuser un trou où se cacher, se réfugier. La jarre se cassa différemment de la première avec un bruit plus sourd. Les morceaux restèrent à peu près en place. Frasquita était toujours là, à quelques centimètres de lui. Quelque chose chez cet homme et dans ce qu'il faisait la retenait, l'empêchait de partir. Elle avait levé la main pour faire signe au groupe d'hommes qui arrivaient en courant derrière Nicomédès de s'arrêter. Après coup, elle s'étonnerait d'avoir fait ce geste et que les hommes l'eussent écouté. Nicomédès brisa une autre jarre et l'eau qu'elle contenait trempa les chaussures de Frasquita ainsi que ses pieds jusqu'aux chevilles. Les autres femmes formaient un groupe à plusieurs mètres de distance. Elles restaient en silence, médusées dans l'attente d'un dénouement, de quelque chose qui leur ferait comprendre ce qui était en train de se passer. Un critique moderne dirait que l'ensemble ressemblait à une performance, à une reconstitution de la galanterie au temps préhistorique ou pré-biblique, ou de celle de peuples guerriers nordiques disparus depuis des millénaires. Gormsmed entra en transe après avoir mâché la mixture d'herbes sacrées que lui avait préparée le guérisseur Hrothgar, tandis que Frusilda l'attendait entourée d'une escorte familiale à la source de la rivière. Puis il arriva et jeta devant elle les vases d'argile pour solliciter l'autorisation et la bénédiction des dieux. Il mouilla les pieds de son aimé en signe de promesse de fertilité et de protection. Voilà. Je tenais à lire ça. Non, alors, pourquoi je tenais à lire ce dernier passage, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui est systématique en fait, dans l'écriture de José, c'est-à-dire qu'il raconte quelque chose et puis il part complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, le livre a une structure très claire et en même temps, par moments, c'est comme des associations de pensée, comme on fait dans la psychanalyse d'ailleurs. Voilà, il y a une espèce d'association, voilà, on pense à quelque chose qui nous fait penser à autre chose, qui nous fait penser à autre chose. Et donc là, il y a des incises. Donc là, typiquement, ça, c'en est une. C'est-à-dire que d'un coup, on part complètement ailleurs et ça arrive, voilà, fréquemment. Donc moi, il y a beaucoup d'incises que j'ai beaucoup appréciées
le concert de Nina Simone, tout un passage sur les psychotropes, les drogues, l'expérience. Bon, j'ai évidemment adoré le passage sur Vinicius de Moraes, parce que, alors, tu ne sais pas, mais c'est vraiment une de mes chansons préférées. Donc, en plus, alors, donc, on avait hésité à traduire le passage en portugais, mais finalement, je dis bah non, parce que c'est la chanson, elle est en portugais, c'est en portugais dans l'espagnol, donc on le laisse en portugais. Mais il y a plein de voyages, tu comprends ce que je dis, voilà, des digressions qui font que bah, c'est aussi, donc je pense, un roman très personnel et sur toi aussi, voilà, pas, sur ton grand-père et sur toi-même aussi. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de... Ouais, il y en a vraiment beaucoup, mais ça participe aussi d'un ton, justement, ça participe à injecter beaucoup aussi d'humour dans le livre. C'est-à-dire que voilà, c'est un sujet grave, très humour, et que très souvent, justement, c'est comme si toi-même, tu te laissais gagner par une certaine folie. Enfin, on peut dire, voilà, c'est comme si tu partais dans ton... Non mais c'est souvent très drôle, en fait. Que, voilà, souvent, on rigole. Voilà. Sí, creo que esto es, o sea, que esta manera de fabular o de pensar, esto es de mi madre, pero creo que lo he heredado. Sí, pero lo que pasa es que, claro, ella no se preocupa luego de ordenarlo para que más o menos se pueda leer, ¿no? Pero, y de hecho creo que lo digo, ¿no? Que a veces hablando con mi madre, ella se va y no vuelve. Claro, con las digresiones en literatura, si te vas, tienes que volver. Y bueno, aparte de la broma, sí, en realidad, no en esta novela, ya antes, yo vengo trabajando mucho con lo fragmentario, con los fragmentos. Y en otras novelas, incluso anteriores, que son menos fragmentarias, pero en realidad, en el fondo sigue estando el fragmento ahí. Y la unión, hasta dónde cada una de mis novelas, como de momento, todas se basan en una estructura fragmentaria y creo que en esta es donde más me atrevo a llevar al lector o a creer que los lectores y las lectoras me van a seguir acompañando y no se van a perder y pueden seguir esas digresiones. Y es verdad lo que tú dices, pero yo no lo había pensado nunca, el tema del humor y como siendo temas, son temas muy duros, ¿no? El tema de la salud mental, el franquismo, ¿no? La pobreza y sí, sí, tienes razón, me parece que es así, que puede que haya algo como casi, no tanto alguna voluntad mía de hacer humor, quizá, porque no soy muy consciente, una necesidad de, de decir, bueno, pues estamos aquí, seguimos aquí, mi abuelo vivió hasta que se murió de viejo y vivió bien, relativamente bien, y hay un progreso en la familia, ¿no? Estamos bien, no pasa nada, pero está bien contarlo también, ¿no? Sí. Je sais plus, je me suis... Oui, non, une des choses importantes donc, que disait José là, c'est sûr, parce que donc, je parlais de ces digressions, et donc il dit qu'effectivement, c'est présent dans d'autres romans qu'il a écrits. Il se l'est autorisé davantage dans ce roman-ci, mais c'est cette question du fragment. Et donc, ces romans en général sont écrits comment on dirait fragmentaire, on dirait pas un roman fragmentaire, mais un roman voilà, qui part, voilà, qui met ensemble plusieurs petits fragments, on peut le dire. Et, voilà, c'est ça, il y a des petites histoires dans l'histoire, c'est ça. Et que là, il se l'est autorisé davantage, parce que toute la question, c'est jusqu'où le lecteur va te suivre dans cette, voilà, dans tes digressions et ne pas se perdre. Voilà. C'est bon. Oui. Alors, pour ne pas être trop long encore, même si ça va pour vous, ça s'entend bien. Moi, j'aimerais bien finir sur une autre dimension de ces romans qui est justement le côté fragmentaire, mais territorial aussi. Là, on vient de lire un fragment qui se passe dans les villages, mais il y a aussi cette question des l'île.
qui est très, très présente et qui est vraiment super structurante dans les romans, c'est que ces territoires de l'île, c'est les territoires de ton enfance. Et tu dis dans un des premiers chapitres, finalement, les territoires de mon enfance, c'est quelques rues. C'est là où ça s'est passé, c'est là où ma famille s'est installée. Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est transformé en transformant tout ce qui faisait écho dans cette île. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que c'est une île là. Moi, je n'ai pas compris tout de suite que c'était Ibiza. J'ai avancé dans les romans, me disant, bon, il y a plusieurs îles en Espagne, West End, moi, ça ne me parlait pas. Et donc, on est dans ces territoires entre la réalité et la fiction, dans l'histoire des familles, et il y a une façon très délicate, très émouvante de parler de esa isla, de tu isla. Entonces quería que nos cuentes un poco cómo manejaste eso. Efectivamente hay un territorio pequeño que recibe los ecos de una transformación y es muy emotivo cómo vos tratas el tema del territorio, del espacio. Bueno, para mí, a mí me daba un poco de miedo al principio porque el tema de la inmigración interna en España ha sido tratado en otras novelas. Hay novelas casi todas en Cataluña, o las más conocidas, las que yo conozco, son de la comunidad andaluza en Cataluña, que es muy grande, y hay novelistas reconocidos, y eso es algo, es algo reconocible en la literatura escrita tanto en catalán como en castellano, de hijos de andaluces, no solamente andaluces, de migrantes de la inmigración interior del resto de España. Pero de Ibiza no había nada, y Ibiza es una isla muy particular, es una isla de la que se sabe mucho, pero hay como muchas Ibizas, ¿no? Está la Ibiza de los clubbers de los años 80, de los británicos que iban a bailar y a drogarse, ¿no? O a drogarse a bailar, ¿no? Está la Ibiza como más natural, más holística, más de los que van a hacer yoga, ¿no? Está esa supuesta Ibiza como primitiva, ancestral, con los marineros y los países que ya no existen hace muchos años, pero como que hay gente que sigue teniendo esa idea, ¿no? Pero nadie había hablado, que yo sepa, de la inmigración en Ibiza. Y claro, la inmensa riqueza que se ha generado gracias al turismo en todas las islas, pero en Ibiza, claro, hay otras islas que son más grandes, están más diversificadas, pero Ibiza vive del turismo prácticamente, ¿no? Y como que los que mueven ese motor, los que mueven físicamente ese motor, los que trabajan, los que madrugan, los que limpian, los que sirven, los trabajadores, pues de ellos no se había hablado nunca, ¿no? Y me parece que para mí era necesario, era importante, y era importante para darles lugar, para dar lugar a mi familia, pero a muchas otras familias, ¿no? Y me he perdido un poco porque quería decir otra cosa, pero no me acuerdo. Bueno, sí, el hecho de que sea una isla, claro, yo creo que en algún momento, no sé si, creo que te lo digo, algo así como que todas las islas son Transilvania, ¿no? O sea, como que hay una cosa oscura en las islas, tú no puedes salir de una isla. Bueno, claro, si es muy grande, pues a lo mejor ni se considera una isla, ¿no? Pero una isla pequeña es como que es difícil de explicar, pero ser de una isla pequeña, no sé si alguna de vosotras sois de una isla pequeña, pero es especial. Hay no sé cómo lo diría. Yo creo que hay un elemento vampírico en las islas. Esto cuando lo hablo con la gente de Ibiza, no tengo que explicarlo. Como, si tú eres de Ibiza, ¿no? Ah, sí, yo también. Ah, sí, vale. No hace falta. Pero cuando hablas con los de fuera, sí hay un elemento como muy de silencio. Hay muchos silencios. Todo el mundo se conoce, pero no todo el mundo. Claro, en cualquier sitio pequeño todo el mundo se conoce. Pero hay algo como del territorio, durante generaciones y generaciones, la gente apenas, ahora salimos más, evidentemente, pero durante muchas generaciones no. La gente vivía en la isla, estaba en la isla, y hay algo cultural, algo muy difícil
de explicar, bueno, fijaos lo que me está costando, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con, bueno, aquí nos conocemos todos y el margen de movimiento no es grande y no es fácil hablar de algo sin sentir un riesgo, ¿vale? Con tus contactos, con tus amigos, ¿no? Y hay un elemento muy claro que es los de fuera y los de dentro, los isleños y los forasteros, ¿no? Y bueno, ya. No sé si, no sé si lo he explicado mucho. Donc, oui, José disait que c'est un sujet qui lui faisait un peu peur, la question de l'immigration interne à l'Espagne, parce que c'est un sujet qui a déjà été beaucoup traité par des écrivains reconnus. Donc, mais que de fait, sur Ibiza, on n'en avait jamais parlé. Voilà, c'est un sujet. Alors après, il parle de la pluralité des Ibiza, donc, et ce qui ressort beaucoup d'ailleurs dans le roman. Voilà. Il y a la Ibiza des clubbers, des années 80, la Ibiza plus voilà, yoga, nature, etc. La Ibiza, enfin, voilà, les origines de l'île avec les marins, une espèce d'idée un peu primitive de l'île. Voilà, ce sont toutes voilà, des différentes facettes. Mais l'immigration et ce qu'elle représente, c'est-à-dire tous ces travailleurs qui font tourner, voilà, c'est un sujet d'ailleurs très à la mode, hein, les travailleurs, comment on appelle ça, invisibles. Voilà. C'est un sujet voilà, qui n'avait pas été traité du tout, enfin, cette facette-là de l'île. Voilà. Et après, tu parlais du sentiment, voilà, la difficulté pour toi de dire quel est ton sentiment d'appartenance à l'île. Voilà, bon, quelqu'un qui est d'Ibiza comme moi comprend facilement, on n'a pas besoin de s'expliquer. Mais pour toi, il y a quelque chose de très sombre dans l'île. Tu as parlé de Transylvanie. Oui. Donc, voilà, de vampirisme, de silence, voilà. Voilà, donc le fait que voilà, c'est petit, que tout le monde se connaît évidemment, etc. Mais aussi le fait que peut-être ça tient au fait que pendant très longtemps, les gens ne sortaient pas de l'île. Voilà, maintenant ça se fait, mais pendant très longtemps, les gens ne sortaient pas de l'île. Donc il y avait les gens du dedans et les gens du dehors. Donc, voilà. Moi, alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le récit sur l'île, parce qu'il y a aussi des personnages très marquants. Moi, alors, bon, chacun a sa lecture, hein, bon, évidemment, du livre, mais pour moi, d'ailleurs, je crois que quand Anne-Laure m'avait demandé de sélectionner des passages pour lui donner une idée du livre de manière générale, j'avais compris évidemment le début, une scène avec le grand-père, une scène entre ta grand-mère et ton grand-père où elle lui coupe les ongles et où on explique que bon, il est légume en fait. Voilà. Et après, bon, moi, le personnage que j'adore, c'est le personnage de Ibar. Le personnage c'est lui, non, pardon, je confonds, celui qui a cette secte sur la trépanation. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ce personnage qui habite l'île justement depuis les années 70, etc., qui a un peu ce petit côté hippie, etc., et qui ouvre une sorte de secte, en fait, on pourrait dire, même si c'est pas dit comme ça, c'est pas une secte, mais voilà, des émules de la trépanation. Voilà. Et donc, bon, ça, c'est un personnage que j'ai trouvé assez. Je ne sais pas s'il est réel. Voilà, c'est ça, je voulais te poser la question. Hay un personaje totalmente real, que era un holandés que vivía en Ibiza, que se llamaba Bart Hughes, aunque creo que no se pronuncia así porque es holandés, yo no sé cómo se pronuncia, no sé como si fuera inglés, pero no sé. Y este personaje que vivía en la isla, sí, él se trepanó, se hizo un agujero en la cabeza y tenía una serie de personas que le seguían y que algunos querían hacerlo, otros ya lo habían hecho. Y eran unos personajes muy de Ibiza, muy de la Ibiza de ese momento en el que están, pues eso, mi familia, mis padres, trabajando de camareros, de albañiles o de lo que sea, y gente, yo qué sé, y Mick Jagger, por ejemplo, o gente rarísima, haciendo cosas rarísimas, drogándose, tomando LSD.
intentando drogarse permanentemente gracias a un agujero en la cabeza que les iba a oxigenar y iban a estar como colocados toda la vida. Y esa es la Ibiza donde serán todas esas cosas a la vez. Sí. Voilà, bon, donc là, voilà, donc, parce que, donc à la question, est-ce que ce personnage a réellement existé? Donc il dit oui, c'était effectivement un Hollandais qui s'est installé sur l'île et qui correspondait à tous ces personnages. Donc lui, voilà, lui, il avait son quotidien avec ses parents qui travaillaient, etc. Et à côté, il y avait tous ces gens qui prenaient beaucoup de drogue, LSD, ou qui étaient complètement perchés et qui, pour rester perchés le plus longtemps possible, justement, se faisaient des trous dans la tête. Euh, et, euh, et moi, je l'ai pris un peu comme un livre sur la folie de manière générale. C'est-à-dire que tu as la folie familiale, mais la folie aussi de l'île qui se transforme petit à petit dans ce lieu où il se passe des choses complètement folles. Voilà. Bon, c'est une bonne façon peut-être de laisser trois petits points pour ne pas trop vous ennuyer. Vamos a ir terminando porque si no, efectivement, es un territorio muy novelesco, ¿no? Es un territorio donde hay muchas cosas que vos contás muy bien y que son muy lindas. A mí me gustaron también la escuela que casi no existía, o sea, la creación de escuelas, de hospitales, los zombies, o sea, hay muchos personajes muy novelescos. Est-ce que vous avez des questions? Parce que, bon, nous, on a bien parlé, vous aurez compris, on a bien aimé les livres, mais vous ne l'avez peut-être pas encore découvert. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez poser comme question? Non, vas-y. Je n'ai pas lu, donc évidemment la question. Mais vous avez parlé de romans tout le temps. Oui. Et pour revenir à la question, enfin, à ce que disait Anne-Laure au début, roman, document, moi j'aimerais savoir rapidement, parce qu'il est tard en effet, peut-être déjà pour tout le monde, mais quelle est la part de fiction dans ce qui se présente peut-être comme un docu-fiction ou une auto-fiction? Est-ce que la fiction allait dans les dérapages des associations d'idées, et à ce moment-là, pourquoi c'est dit comme un roman, je ne sais, ou est-ce qu'elle est dans la fragmentation de l'histoire qui fait que l'unité est à retrouver derrière la diversité? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce une autobiographie familiale? Et à ce moment-là, où est la part de roman? Ou est-ce un roman, mais quelle est la part entre la fiction et la réalité? C'est un petit peu vaste peut-être, mais bon. C'est de la technique narrative, hein. Vous êtes spécialiste de ça. La verdad es que mi intención cuando empecé a escribir era que todo fue, que no hubiera ficción, que no hubiera ningún personaje de ficción. Sí, sí, después. D'accord. ¿No? ¿Sí? Sí. Vous Vale. voulez que je traduise petit à petit? Oui. Voilà. Alors, Sí. donc, son intention de départ, c'était vraiment qu'il n'y ait aucun personnage de fiction. D'accord. Pero me salió mal. Porque y entonces hay un personaje de ficción y me permití que hubiera un personaje inventado que es bueno, no sé si debería decirlo, porque creo que en realidad algo que me interesaba mucho y que me interesó mucho durante la novela es que para mí, a medida que mis tíos, mi madre, incluso mi abuela, que cuando yo escribí ya había muerto, pero yo recordaba historias de que me había contado mi abuela, ¿no? Todas estas historias eran reales y las contaban como historias reales porque lo eran, les habían pasado, pero a mí todo me sonaba a ficción, todo, porque el encuentro de mi abuelo y mi abuela, cuando yo era un niño o un adolescente y mi abuela me lo contaba, yo pensaba, pero esto se lo está inventando mi abuela, ¿no? Esto no puede ser verdad. Entonces, je vais traduire parce que non mais je vais bien. Non parce que donc, alors je fais un peu la suite parce que c'est important l'ordre de présentation parce qu'il allait vous révéler le personnage de fiction et puis il s'est retenu donc il allait dire oui parce que alors donc celui-là qui a dit non mais après tout finalement moi c'est ça qui m'intéresse dans le livre c'est que donc, un peu cette confusion hein, parce que moi, toutes les histoires qu'on me racontait quand j'étais petite, que mes oncles, mes tantes, ma mère, etc., me racontaient sur mon grand-père, elles étaient vraies, mais je les entendais comme des fictions.
Voilà, il avait l'impression que c'était des fictions, donc voilà, des inventions. Y algo que, claro, yo había oído como persona bueno, no sé, había oído muchas veces y había leído muchas veces, incluso en la universidad, había oído a profesores hablando de narrativa, narratología, ¿no? Y hablando sobre las diferencias entre la ficción, la realidad, ¿no? Y claro, lo había pensado, le había dado vueltas, pero todo era como muy intelectual. Pero escribiendo este libro, tuve unas sensaciones muy poco intelectuales, muy poco racionales, muy de la panza, no, pero si es que la memoria es ficción. Es que no hay nada más que ficción. Es que si te cuento lo que hice ayer, es ficción. Ya sé que puede ser un poco raro de entender, pero os digo que si queréis entenderlo, escribid cualquier historia que os haya contado vuestro tío o vuestra abuela y poneos a escribirla y vais a ver que eso es ficción. Porque es imposible. Sí, porque es imposible. Bueno, es que la misma historia me la contaba mi madre y me la contaba mi tío y eran totalmente diferentes. Y ellos estaban recordando de verdad, no me estaban mintiendo. Y entonces, ¿no será que eso es ficción? O que no, o dicho de otra manera, ¿vale la pena de verdad diferenciar? Y lo que sí, para mí lo que es importante es más la idea de verdad que de ficción o realidad. Me da bastante igual la diferencia entre ficción o realidad, pero yo creo que aquí hay mucha verdad. Y me da bastante igual si es tan históricamente o objetivamente real, pero otras personas han leído la novela y han dicho que han visto a sus familias en ella y seguro que sus historias eran diferentes, pero hay algo más de verdad en la memoria. No sé si hay realidad en la memoria, pero verdad seguro que sí. Alors, donc, je vais essayer